D'accord, c'est un lion. Après, on chante. Un, deux, trois. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Bonjour chers amis, comment allez-vous? Est-ce que vous vous sentez libre dans la façon dont vous envisagez votre vie, votre quotidien, votre bien-être? Est-ce que vous prenez un peu de temps pour faire du sport ou pour rester un peu de temps seul avec vous-même dans le silence? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec notre nouvel invité, David Lebihan. Bonjour David. Bonjour. David, tu es coach en méditation sportive C'est ça. et tu as une entreprise qui s'appelle C'est le coach ambulant, Ambulant. Voilà. avec un petit jeu de mots sur le ambulant. Ambulant. Ça s'écrit pas comme l'ambulance. Et donc tu passes de maison en maison, de case en case, d'école en école, d'entreprise en entreprise, pour donner des exercices. D'ailleurs, ces exercices-là, moi-même, je les ai mis en pratique, ce qui fait que je suis en meilleure forme pour faire les émissions. Quelle est l'essence de ton message? Quelle est l'essence de ce que tu proposes? Alors moi, c'est un petit peu compliqué mon approche du coaching parce que je viens dire à mon client qu'il n'a pas besoin de moi. Je lui dis qu'il a besoin de certains de mes conseils, mais surtout qu'après qu'il faut qu'il se les approprie et qu'il puisse être autonome à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, en tout cas au niveau de la pratique sportive. Une autonomie, une envie de faire, tout simplement. Et pour toi, à quoi est-ce que ça peut servir le sport? C'est quoi le problème avec le sport en général qu'on a aujourd'hui? C'est-à-dire, on connaît le sport d'une certaine façon, qui peut-être n'est pas juste pour toi. Est-ce que tu voudrais bien nous partager ta vision là-dessus? Moi, j'aborde le sport que par le plaisir. Mais après, la notion de plaisir, c'est complet. Il y a rien d'objectif là-dedans. Donc moi, je trouvais le sport qui me fait plaisir, qui va dans le sens de mon intérêt, de ce que j'ai envie de faire progresser, là où j'ai envie d'être performant et pas juste être performant pour être performant, qui est un plus, objectif plus. Ça prend un peu le contre-pied du sport forcé, du sport objectif, du sport il faut à tout prix le sport souffrance quoi, pour devenir beau, belle, maigre, musclé, le sport où on se force à avoir quelque chose à la fin. Moi, je suis assez à contresens du no pain no gain, ça c'est clair. C'est pas une vague que j'ai envie de surfer du tout. Il y a trop de c'est trop vague quoi. No pain no gain, donc ça veut dire que si tu souffres pas, tu pourras jamais être bien. C'est très limitant pour les personnes qui auront plus de difficultés à s'y mettre. Ouais. Et donc comment tu t'y prends? Ça dépend de chaque personne. C'est pour ça que c'est vrai que le coaching, généralement, on va vers du... Enfin, moi, je sais comment tu t'y prends pour moi. C'est-à-dire pour moi, ouais. Moi, j'ai vu que tu es venu me voir. On a fait des séances à la maison. On a utilisé que le poids du corps, pas de lest. Étape après étape, diversifier les activités, associer les éléments de la maison à des exercices. Ça, j'ai adoré. Donc, je ne savais pas que le jardinage, par exemple, pouvait me muscler. Mais moi, même le ménage. Ouais. C'est pour ça qu'après, oui, j'ai aussi les produits lestés qui vont avec pour justement transformer ces petits moments de vie qu'on prend comme comme un mini calvaire, le transformer en moment de plaisir et de sport. J'avoue, mon gilet de 12 kilos, il me motive à faire le ménage. Ouais. Donc c'est à la fois adapté pour des personnes du quotidien, monsieur et madame lambda comme moi, et aussi pour des sportifs de haut niveau que tu as comme client. C'est pour personnes qui ont une activité physique, on va dire, classique, de la rééducation en passant par la réathlétisation, l'athlète et le haut niveau, oui, en effet. Et donc très bien. Rentrons dans le vif du sujet de cette émission, si tu veux bien. Avec plaisir. David. On se met dans le cadre, on imagine un monde dans lequel on vit libre. D'accord ?
On en prend un temps pour imaginer ça. Et on essaye de voir comment se passe le sport, comment est-ce qu'il est pratiqué, comment est-ce qu'il est envisagé, c'est quoi le sport dans ce monde-là où on vit libre? Pour moi, c'est simple, c'est exactement ce que je fais, ce que je propose aux enfants dans des activités d'aïkido, c'est le jeu. Le jeu, pour moi, c'est la seule façon d'être en activité avec le plaisir. Après, le jeu a quelque chose de plus compliqué que l'activité physique simple, c'est qu'il y a des règles. Et donc, c'est comment s'entendre autour de ces règles et comment que tout le monde puisse y trouver du plaisir. Donc, ce serait un monde dans lequel on joue plus souvent. Exactement. Et plus souvent ensemble plutôt que seul. Voilà, parce que ça force la discussion. Ça force la discussion, ça force l'échange. Les relations. Voilà. On pourrait faire ce sport-là, par exemple, dans ce monde où on vit libre, on pourrait faire ce sport-là entre vieux et jeunes. Oui, totalement. Ça poserait pas de problème. Oui. On pourrait le faire entre valide et invalide. Très bien. On pourrait le faire entre personnes de classes sociales différentes. Encore heureux. Parce que ce serait pas quelque chose de personnel qui demande beaucoup d'argent. Et donc, du coup, ce serait un sport où on le pratiquerait comment, à quel rythme, dans quel lieu. Après, on essaie d'imaginer ça ensemble tous les deux, on le crée, tu vois, ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quoi ? On a des salles de sport, on s'enferme dedans, on prend une machine, il y a l'autre machine là-bas, on le regarde, on mate un peu si on l'aime bien, et puis on fait nos séries. On change, et puis on fait d'autres séries, etc. Et on change individuellement comme ça, et on reste dans une salle. Personne ne se rencontre, c'est souvent des gens jeunes, beaux, valides, les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, enfin, les enfants avec les enfants, et tout le monde sera content. Aujourd'hui, on a ça, mais ce dont on parle là, on veut le créer, quoi. Donc, faut qu'on l'imagine d'abord, tu vois, au lieu de le créer, de se dire, on le fait où, on le fait comment, quels exercices, à quel rythme, avec qui, tu vois. Je peux te faire la proposition de ce que moi je propose. Donc, j'ai créé l'Aikimarma, on va dire la version ludique de l'Aikido. Et les règles de base sont simples. Et après, les règles qui peuvent être mises après viennent de la discussion des gens entre eux. Et donc, ce jeu a un intérêt donc, d'apprendre à tomber, à apprendre des bases de self-défense. Self-défense entre guillemets, on peut y revenir. Mais donc, apprendre à avoir des réflexes où on fait respecter sa limite, on fait respecter sa bulle, son intimité. Et en même temps, travailler, s'amuser, apprendre à se respecter dans cet échange et après à faire évoluer les règles. Mon objectif avec les petits, c'est qu'ils comprennent pourquoi on crée la règle. Est-ce qu'elle est amusante ? Elle n'est pas amusante, on la garde. Ça permet d'en discuter, de comprendre pourquoi on fait des règles et pourquoi c'est les règles qui font que le jeu est amusant. Donc en fait, c'est d'avoir un jeu avec des règles, de la simplicité, de pouvoir à la fois commencer à le proposer à des enfants et que c'est pas seulement un sport d'adulte. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Comment c'est simple, c'est sûr, ça c'est clair. J'imaginerais bien que ça se passe devant la mairie ou autour d'un rond-point ou dans un parc. Moi, je conseille un bon stade de foot, ce qu'il y a de plus classique. Ça passe nickel. On y va avec les voisins, vieux et jeunes ensemble. Ouais. Et puis on va voir les jeux qu'on aime bien. On choisit à la courte paille le jeu qu'on va choisir. Et puis on va le faire, quoi. On va jouer ensemble. Si ça tombe, je donne les règles de base du maire Aikido. Ouais. Et après, chacun peut s'amuser à venir jouer au maire Aikido. Et c'est comprendre les règles de base et après s'amuser à créer ses propres règles et à voir que tous les différents maires Aikido qu'on peut faire, toutes les versions. Alors ça consiste en quoi ? C'est-à-dire les exercices, ça muscle, ça développe l'agilité. C'est quoi concrètement les gestes qu'on fait dans ce maire Aikido, par exemple ? La base surtout, enfin moi ce que je vois d'important là-dedans, c'est ne plus avoir d'appréhension à aller au sol, à faire une roulade, à amortir sa chute. À tomber, chuter. À tomber et surtout essayer donc de ne pas s'affoler et toujours être
essayer de garder le plus de lucidité possible pendant l'action. Les règles de base sont déjà, on n'a pas le droit de courir. On doit se déplacer toujours en gardant un pied fixe en pivot. Donc généralement, pour celui qui est pour chasser, qui n'est pas le maire, qui ne veut pas le devenir, c'est le principe du jeu du maire, hein, ça marche pas comme dans la vraie vie. Justement l'opposé, on va à l'opposé de ça. Donc personne n'a le droit de courir, et celui qui est pour chasser n'a pas le droit de tourner le dos. Oh. Voilà. D'accord. Le maire peut déclarer facilement, tu as tourné le dos, j'ai même pas besoin de te toucher, c'est toi le maire. C'est rédhibitoire, c'est-à-dire que tu perds la partie. Voilà, exactement. Ça apprend à faire face au danger qui arrive. Voilà, exactement. Ça c'est la base, et après on peut s'amuser à faire plein de versions différentes. On peut le faire à deux, là, c'est un jeu à deux plutôt. C'est plus un jeu à 3 déjà, minimum. Ouais, c'est déjà plus marrant, même si c'est faisable. D'accord. Mais plus on est nombreux, plus on rit, surtout dans le jeu. Moi, je verrais bien des jeux comme ça, quelques échauffements, quelques entraînements sur la place du marché ou au stade ou devant la mairie. Un lieu public où on se rassemble, on appelle les voisins. On sait que à telle heure, il y a ça, tous les jours. Alors, il y a celui qui va venir un jour sur deux, il y a ceux qui vont venir tous les jours. Et là, il y a les vieux qui viennent parce que ils ont quoi? Ils ont que la télé chez eux, donc ils vont rencontrer du monde. Si c'est le parvis de la mairie, on va éviter les roulades alors. On va éviter de se rouler par terre sur le béton. Il y en a qui auraient l'a priori. Mais l'objectif, c'est d'y arriver. Peut-être ça pourrait développer l'amour des espaces verts. Parce que là, on est en train davantage de les supprimer que l'inverse. On peut rouler sur un espace vert. Sur du gazon. Pour moi, je me dis c'est le stade de foot qui est le mieux pour commencer parce que c'est bien plat, il y a de l'herbe, donc introduire par ce lieu de pratique, c'est bien. C'est bien, ouais. Voilà. Et d'accord. Et du coup, chacun viendrait au rythme qu'il veut. Mais ce serait toujours là, tous les jours. Il y aurait toujours quelqu'un ou un groupe de gens qui seraient là. Ça serait à une heure de la journée où la plupart des gens sont libres, par exemple le matin, le grand matin. On va faire le sport et après, on va prendre sa douche, le petit déjeuner, etc. Ce que tu me dis, ça me fait rêver, ça me donnera envie de voir des endroits comme les terrains de pétanque, en fait. Ouais. Il n'y a pas de rendez-vous. Ceux qui sont là arrivent et jouent. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne à la pétanque. C'est ça qui fait l'ambiance de la pétanque, en fait. Il y a toujours quelqu'un avec qui jouer, on y vient, on y passe, on a les boules avec soi. Ah tiens, il y a quelqu'un, je vais peut-être jouer avec. Et là, ce serait peut-être la même logique. Je sais que sur cette place-là de la mairie, autour de ce rond-point, ou dans ce parc, ou dans ce stade, tous les jours, il y a des gens qui sont là pour jouer, faire du sport ensemble. Et je vais y aller, c'est à côté de chez moi. Et j'imagine qu'il y en aurait partout. Il y a des quartiers un peu résidentiels, à côté des gens. Il n'y a pas à se déplacer, à faire des dizaines de kilomètres pour aller dans une salle. Et ça aurait pour effet quoi? Le valide pourrait faire ça avec l'invalide, le vieux avec le jeune. Il n'y aurait pas cette distance-là. Il y aurait la raison de le faire, c'est pas forcément pour gagner du muscle, être le plus beau, le plus fort, etc. Mais ce serait pour rencontrer l'autre, pour s'amuser, rire ensemble. S'amuser. Ouais. Sortir de chez soi, tu vois, se déconfiner de la télé, des radios, des ordi, tout ça, des écrans. Moi, je me demande si on proposait ça, par exemple, à des mairies ou je sais pas, là, au département, à la région, comment ils verraient ça? Sous quel angle ils verraient ça? Est-ce qu'ils seraient prêts, par exemple, à employer un coach ou quelqu'un Moi, déjà, qui anime ça? J'inviterais à venir essayer avant tout. Ouais. De venir tester et de voir l'intérêt. Et donc, quand tu vois l'intérêt, oui, tu fais en sorte que d'autres puissent y avoir accès. Ouais, c'est ça. Donc, il faudrait qu'on l'essaye. Pour commencer, il faudrait qu'on l'essaye entre nous. Dans un lieu qu'on a choisi, oui, tout à puis fait. le faire. Ouais. Wow. Et après, une fois on va voir s'il y a du monde, parce que il y a beaucoup la queue autour des fast-food et de McDo. Ça fait des bouchons monstrueux d'ailleurs. On ne sait pas si là il y aura la queue, mais en tout cas, on aimerait ne serait-ce qu'avoir 10 personnes, ce serait bien. Même commencer à 5 personnes, ce serait bien. Y prendre goût peut-être un jour. Qu'est-ce qui manquerait Qu'est-ce qui manquerait pour prendre goût à un truc comme ça et laisser de côté nos balbouffes, nos mauvaises vies, nos individualismes avec
avec cette tendance à s'enfermer. Qu'est-ce qui ferait qu'on se motiverait à lâcher tout ça pour rentrer dans ce qu'on est en train de dire là, du sport collectif ensemble, avec des jeux, s'amuser? Ce serait quoi le déclic pour arriver à ça? Le déclic, c'est dire je goûte. Ceci, il aime bien dire ça. Il faut goûter les choses. Il faut essayer et avant de dire oui, j'aime pas ou ouais, ça m'intéresse. Ouais, avant de se juger, de se dire oui, mais c'est pas pour moi je suis pas encore assez fort. Non, Et si je tombe sur un gros musclore, moi je vais être rien à côté. Se pas dire tout ça, quoi. Y aller, goûter, tester. C'est pas l'objectif parce que justement dans le jeu, le but c'est d'amener à ce que tout le monde réfléchisse ensemble et qu'on fasse les règles en fonction de chacun. Et que les règles, ça permet de rétablir de l'équité dans le jeu. C'est vachement important. Regarde, en golf, on parle du handicap. Les meilleurs joueurs partent avec des handicaps. Une base où, voilà, par rapport aux autres, pour les freiner un peu, pour pas que... Ouais. Mais ça, c'est fort, ouais. Du coup, les valides peuvent faire le sport avec les invalides. Non, je pense que c'est vraiment, voilà, ce que je vous proposais, en tout cas, c'est vraiment amener le partage. Le comprendre que si on fait les règles, justement, c'est pour pouvoir échanger, autant apporter qu'en avoir en retour. Ce jeu-là, même tout le monde peut faire et on peut faire ensemble. Sans exclure personne. Non, justement, c'est absolument pas l'intérêt. Et du coup, le sport compétition, le sport compète, on en fait quoi dans ce monde-là où on vit libre? Il n'existe plus? Comment il a disparu? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, il n'y a pas de raison de pas en parler. C'est vrai que je suis pas un grand fan du sport compétition, mais moi je me dis là où la personne trouve du plaisir, ben, c'est bien, on peut pas dire à quelqu'un non, c'est pas bien ce que tu fais moralement. C'est-à-dire la compétition. Si ça te plaît la compétition, fais-la, quoi. Voilà. Mais si ça te coûte en santé, ça te coûte en stress, en anxiété. C'est sûr qu'un sport qui vient te coûter en santé, la logique du coup est un peu perdue. C'est inversé, quoi. Voilà. Le sport de haut niveau, souvent, c'est ça. Il y a des équipes pour bien préparer, pour justement éviter. Et les gens sont cassés quand je regarde dans les sports de haut niveau, au niveau des combats, de la boxe. C'est un peu un paradoxe, du rugby, oui, du football américain. Ouais. C'est des gens, ils finissent avec des Parkinson, la bave à la lèvre. Je veux dire, t'as d'autres sports, les gens ont des multiples fractures comme le cheval par exemple. Je suis persuadé qu'il peut dans y avoir... Dans le haut niveau, il se casse en 1000 morceaux. Une catégorie qui finit par regretter quelque part ce sacrifice qui a été fait, ouais. Et d'autres qui l'ont fait mais qui se sont éclatés et qui se disent je me souviens là, j'ai mal au dos parce que je me suis fait un super accident, mais sur le moment qu'est-ce que je m'amusais, quoi. Ouais, qu'est-ce que c'était bon. Je monte le dos exprès parce que sur un trampoline tu t'amuses, mais voilà, tu peux te faire mal. C'est ça, ouais. Voilà, les petits... Donc ce serait un monde dans lequel on ne s'interdirait pas la compétition, mais on en serait conscient jusqu'à quelle hauteur c'est bénéfique pour nous. Est-ce qu'on y garde du plaisir? Est-ce qu'on a envie de continuer parce qu'il faut gagner la médaille, parce qu'il y a des enjeux familiaux, sociétaux, etc., ou d'argent? Le problème, c'est l'appât du gain et qu'il n'y a que 3 places sur le podium. Ouais. C'est un peu de ça qu'il faut réussir à se détacher, à lui enlever l'énorme intérêt qu'on lui donne. On peut lui donner sa place sans le mettre sur un piédestal. Moi, quand je regarde par exemple les professionnels du sport dans les Jeux Olympiques, pour moi, c'est tous des gagnants. C'est-à-dire ils font des performances déjà incroyables par rapport au niveau normal de tout le monde. C'est des gens qui se sont entraînés longtemps. En fait, pour moi, ils ont déjà tous gagné. Au niveau de la motivation, au niveau de... Pour être arrivé là, pour s'être qualifié, il y a déjà des étapes. Donc oui, il y a déjà un niveau de performance qui est largement louable. Et on n'en parle pas de ça. C'est-à-dire on ne parle pas de la résistance psychologique qu'on a développée, du corps qu'on a développé, du processus que ça a pris pour arriver à ce résultat-là. On en parle très peu souvent. On parle de la médaille, de qui a gagné la médaille, et puis on passe à la suite. Ça reste comme si, des fois, c'est cité, on dit, c'est vrai que
on voit pas toutes les heures d'effort qu'il y a derrière, on voit juste le show, la performance, le spectacle. Mais oui, en effet, il faut ne jamais perdre de vue tout l'investissement qu'il y a derrière. Du coup, là, si on devait mettre un point d'attention dessus, là, ensemble, que gagne un sportif de haut niveau qui gagne la médaille? J'espère qu'il y a quand même dans le sport compétition, il y a aussi le côté professionnel. Ouais. Est-ce qu'il gagne vraiment suffisamment par rapport à l'investissement qu'il met? Qu'est-ce qu'il gagne dans cet investissement? En fait, il gagne la médaille ou pas? Ça dépend du sport qu'il pratique, on peut te dire. Il gagne en muscle, il gagne en psychologie. Toi, tu sais en tant que coach. C'est-à-dire, tu sais exactement qu'est-ce qu'il va y gagner, quoi. Pour que nous, on se dise, mais ça peut être motivant de faire du sport, parce que nous aussi on peut gagner ça. Qu'est-ce qu'il gagne lui? Par exemple, prenons un sport super populaire, le foot. On sait qu'il gagne beaucoup d'argent, on sait qu'il gagne des matchs, c'est vraiment l'exemple extrême pour bien mettre ça en exergue. Voilà, tu vois. Et qu'est-ce qu'il gagne en fait? Voilà. Qu'il soit de haut niveau, qu'il soit payé super cher, comme David Beckham ou Messi ou je sais pas qui d'autre, ou qu'il soit en seconde division. Qu'est-ce qu'il a gagné, ce joueur? Question bien compliquée. Est-ce que, en termes de liberté, c'est compliqué de répondre. Est-ce qu'il gagne de la liberté en ce sens, ou est-ce qu'il en perd? Physiquement, qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'il change en tant qu'humain, physiquement? Qu'est-ce qui change chez lui? Le niveau physique, physiologique, tout évolue, et en effet, on revient sur ce paradoxe là où on fait ça normalement pour la santé. Donc normalement, à la fin de sa vie, un sportif professionnel devrait être au top de sa forme au niveau santé. Et on a le paradoxe de gens qui sont cassés, très abîmés. Alors oui, c'est ça, c'est compliqué de répondre à cette question de qu'est-ce qui a été gagné. C'est trop... Et moi, je vois par exemple quelqu'un qui fait du sport comme ça, il gagne en discipline. Discipline alimentaire, discipline sportive, de soins, de conscience de soi, du corps. Il gagne en jeu d'équipe. J'imagine que pour le foot, pouvoir communiquer les uns avec les autres, des fois dans des équipes où les gens ne parlent même pas la même langue. Donc ils sont là, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas le même salaire, il y a des stars parmi eux, il y a des gens qui sont complètement inconnus, il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble, donc ça c'est déjà quelque chose de fort. Ensuite je vois par exemple psychologiquement, je sais pas, il faut une certaine résistance, je sais rien, c'est... psychologiquement, le sport. En tout cas, s'il a gagné une force psychologique qu'il peut réinvestir dans d'autres domaines, oui, il a gagné. S'il n'en a qu'une qui lui permet d'être performant que sur le terrain et que sur le reste, il n'a pas réussi à réinvestir ses compétences acquises, c'est un peu dommage. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est le risque, le point de vigilance que tu mets là, c'est en gros... la personne peut s'être développée physiquement et psychologiquement, mais comme il a fait que ça, il a pensé que à ça, il peut ne savoir faire que ça après, mais il faudrait qu'il puisse l'utiliser pour d'autres choses, le déployer. Il y en a pour qui c'est possible et d'autres pour qui c'est plus difficile. C'est un processus. Bien sûr. D'accord. Mais en tout cas, il faut se décentrer du métier en soi, du sport comme métier en gros. En plus décentré, c'est vrai que maintenant tous les footballeurs sont presque des influenceurs, donc tout est centré sur l'image. En effet, décentré, il va faut beaucoup de décentration. En effet. Surtout à ce niveau-là, dans cet exemple du football. Du football, où ton nom devient une marque qui va sur des produits à manger, à faire les cheveux, la peau, tout ça. Et donc, tu n'as pas le droit même de faire certaines choses. Tu n'es plus libre de faire certaines choses parce que ton agent te l'interdit. Tu as des enjeux psychologiques très forts dans le sens où tu as des contrats à signer. Il y a un sportif de haut niveau, là, français, qui en témoignait. Il avait signé un contrat en Russie. Et quand le Covid est tombé, les Russes sont venus le voir. Mais oui, il faudrait faire le paiement au match. Et il lui a dit d'accord, mais moi je vous comprends. Vous avez signé un contrat avec moi, c'est tant de millions d'euros. Mais voilà, vous ne pouvez pas me faire ça au match, puisqu'il n'y en aura plus à cause du Covid.
Je vous propose de prendre la moitié de mon contrat et puis je m'en vais, je pars, si vous voulez que je parte. Donc c'est des enjeux financiers, qui parfois n'ont plus rien à voir avec le sport ou l'amour du sport. Oui, on est dans un autre domaine. Moi, je me demande si les meilleurs sportifs sont encore dans les équipes qu'on voit à la télé. Parce que moi, je sais que dans mon métier, dans la formation, les meilleurs formateurs, ils sont pas dans les formations financées à l'OPCO, ils sont pas dans les plus grandes entreprises en train de faire des formations. Les meilleurs formateurs, ils sont des fois dans la cour de récré avec les enfants. Et c'est des enseignants de l'école de l'éducation nationale. C'est des papis qui étaient menuisiers, c'est des formateurs incroyables pour transmettre du savoir-faire, du savoir-être. Mais c'est pas les plus éclatants, les mieux payés des formateurs ou des consultants. Tu vois, c'est l'expérience que j'ai. Tu vois, tous les coachs là qui passent en développement personnel, on les voit, ils ont l'air super forts, ils ont leur image, tu vois. Mais au niveau transmission, j'ai rencontré des gens qui valaient 100 fois ça. Mais dont l'image n'est pas connue, ça ne les intéresse pas. Parce ils l'ont pas développé, ils ont développé autre chose qui font qu'ils sont très compétents, et ils sont pas compétents à l'endroit où ils devraient être compétents, du fait de ne pas gérer cet aspect médiatique. Si tu avais un dernier message à faire passer, David, pour nos téléspectateurs, avant de conclure, sur le sport, qu'est-ce que tu conseillerais, par où commencer? Je pars presque totalement ailleurs sur une leçon un peu plus philosophique, voire une croyance. Pour moi, ce que je voudrais amener à ce que tout le monde puisse, avec la méditation sportive, arrêter de dire « je perds mon temps ». Et dire « le temps ne se perd pas ». Le temps ne se perd pas. C'est pas possible. Voilà, on peut débattre, mais si on arrive à accepter cette notion-là, on peut aller loin, aller bien, surtout, et s'amuser. Chers amis, allons voir jusqu'où nous pourrons gagner le temps qui nous fait gagner pour aller loin. D'accord, c'est un lion. À 3, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus.